Et donc nous allons accueillir Jean Massenet, le coordinateur et référent du programme DataTerra en Nouvelle-Calédonie et en Océanie. Il va nous présenter effectivement l'importance des data pour la recherche dédiée à l'observation de la Terre, mais aussi l'importance de fédérer des partenaires, c'était d'ailleurs ta question tout à l'heure, autour d'intérêts communs. C'est à toi, Jean. Elle est encore. Alors, vous verrez que si vous dépassez en fait du temps, j'ai des petits instruments comme ça qui peuvent aider. C'est pour ça que je pose la question pour regarde, éviter. J'ai même innové. Je peux faire l'harmonica pour le coup. Ok, écoute, on verra si tu débordes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Massenet. Je suis le coordinateur de l'infrastructure nationale de recherche DataTerra. Je vais vous parler aujourd'hui de notre action. Alors je vais commencer par vous présenter DataTerra. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas forcément cette entité nationale. Et ensuite, je vais enchaîner donc sur une présentation de nos actions, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et dans la région, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, à quoi on essaie d'être utile en ce moment et à venir. Donc, pour commencer, l'infrastructure de recherche DataTerra, j'ai un pointeur là-dessus, yes. Donc, alors je vais revenir juste à cette première slide pour vous préciser qu'il y a quand même près de 34 partenaires. Donc, on rassemble en fait l'ensemble des instituts de recherche au niveau national. On a l'IRD, le CNRS, Météo France, le CIRAD, l'INRAE, etc. Et donc l'enjeu, c'est de coordonner les actions autour de la donnée. Donc, on est vraiment orienté données, data. Et on s'organise donc avec l'ensemble de ces partenaires autour de différents pôles. Donc je vais vous les présenter un petit peu plus loin, mais en gros on a un pôle terre solide, surface continentale, atmosphère, océan et biodiversité. Là on n'est pas vraiment sur un pôle dynamisme, certains d'entre vous connaissent, on est plus sur un outil transverse, mais donc je vais en parler un tout petit peu après. L'objectif simplement là ici, c'est de bien définir le cadre d'action de DataTerra. Donc on a différentes infrastructures de recherche au niveau national. Il y en a qui sont thématiques, on a une infrastructure sur le littoral, on a une infrastructure sur différents sujets, et on a surtout une scission en fonction des données dont on parle. Donc en gros, on a 3 grands domaines qui sont définis. On a les données des sciences sociales, sciences humaines et sociales. On a les données de la santé qui sont particulières, et toutes les autres données sont considérées comme les données d'observation du système Terre et de l'environnement. Et donc DataTerra est en fait une infrastructure de recherche. Donc c'est une infrastructure de recherche digitale, numérique, qui a été positionnée en supra pour toutes les données, pour la coordination des actions de toutes les données en lien avec donc l'observation du système Terre et de l'environnement. Ça explique pourquoi on a près de 34 partenaires aujourd'hui, avec tous les instituts de recherche qui existent au niveau national, une dizaine d'universités, et c'est en constante augmentation, puisque le rôle, la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est vraiment de coordonner les actions sur les données de cette observation du système Terre et de l'environnement. Donc, pour faire assez court, l'idée c'est d'être sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. Donc on a l'accès aux données, la production des données lorsque nécessaire, l'analyse et le traitement, et derrière des services d'aide aux utilisateurs. En parallèle et en transverse de tout ça, on a toutes les notions d'infrastructure, avec des centres de données et de services, etc., infrastructure de stockage, infrastructure de traitement. Donc comprendre que chaque institut a ses propres infrastructures, que chaque équipe de recherche qui, elle, coordonne des membres de différents instituts ont leurs propres infrastructures. Donc il y avait un vrai besoin, finalement, de coordonner tout ça au niveau national sur une masse de données qui est énorme, et finalement un besoin aussi de coordonner ça au niveau financier, puisque les ressources peuvent et doivent être partagées et mutualisées. Et donc tout ça avec un lien avec la mouvance ministérielle qui s'appelle Recherche DataGouv. On en parlera un petit peu plus tard. Donc je vous ai parlé des différents pôles. Donc les 4 pôles principaux en fait sont dédiés à l'observation du système Terre. L'environnement est arrivé un tout petit peu après, c'est pour ça que je parle des 4 premiers, je ne devrais pas dire principaux. Mais donc on a découpé la Terre solide en 4 grands morceaux. On a d'une part les surfaces continentales, c'est là où on vit, où on a que ce soit la végétation, l'urbanisation et même les glaciers, la neige, etc. On a la mer.
On a la terre solide, et là on va plus être dans de la géodésie, et on a derrière l'atmosphère. Donc ce sont les 4 grandes composantes du système Terre dans ce qu'on pourrait qualifier des sciences dures. Et on a rajouté donc cette notion d'environnement avec l'intégration du PNDB, le pôle national des données de biodiversité, qui est finalement un pôle assez transverse, puisque la biodive, c'est pas une composante du système Terre, elle est vraiment dans les 4 autres composantes. Et le lien ici avec EasyData, qui est un entrepôt national, donc opéré par le BRGM en l'occurrence, mais qui concerne toutes les données de longue traîne. Les données de longue traîne sont des données qui datent de décennies, où on a énormément de données avec des suivis récurrents, alors que les pôles, eux, vont se concentrer sur des données plutôt actuelles. Lorsqu'il y a des données de longue traîne, elles peuvent faire le lien avec le portail EasyData, mais on va beaucoup plus être dans de la valorisation, avec des services plus ponctuels, en fonction des besoins qui émergent. Et donc entre les deux, il y a Dynamis, le service d'imagerie, qui fait partie des services transverses de Dataterra, qui sert à l'intégralité des pôles et des besoins. On a fait quelques couvertures déjà en Calédonie avec Dynamis, que ce soit province sud, Nouvelle-Calédonie en général, y compris récifs éloignés. Donc c'est quand même un outil assez utile et c'est un dispositif de mutualisation des moyens. Donc au-delà de la pure coordination dans des sujets plutôt thématiques et de l'hébergement de données qui demandent énormément de capacité, on a aussi toute une notion de mutualisation des moyens, avec plutôt qu'un institut essaie de passer un contrat avec un fournisseur d'imagerie, on va négocier tous ensemble et clairement les coûts ne sont pas du tout les mêmes et les avantages. Donc derrière, on parle de catalogue de données, de différents services associés. J'ai fait un copier-coller des slides de Dataterra, donc elles sont parfois un peu denses. Ça vous sera mis à disposition, mais comprendre que vous avez un accès rapide aux données et services, le lien est cliquable, et vous pouvez avoir accès aux données et services des différents pôles, des différentes équipes de recherche, des différents centres d'expertise thématique. Voilà, donc c'est quand même un univers assez vaste, mais tout ça est consolidé dans ce qu'on appelle un métacatalogue, avec toutes les données et services disponibles qui sont issus de l'ensemble des travaux des instituts et des partenaires de Dataterra. Oula, c'est pas ma version PowerPoint ça. Bon, ça a un peu chanté toute l'animation, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Donc l'idée c'était de vous faire un petit état de ce qu'on fait déjà au niveau local. Donc je spoil, hein, vous avez déjà tout. Donc à commencer, c'est l'appui à l'animation de la communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé avant que Dataterra ne s'implante avec un coordinateur que je suis. On avait monté un ART, donc une animation régionale, en l'occurrence thématique, dédiée à la communauté de la Nouvelle-Calédonie. On a mis en place, c'était en 2019, à cette occasion, la dynamique et les séminaires OSSNC. Et l'objectif était donc de créer de l'événementiel un peu récurrent, à l'image de ce que fait le club de la géomatique avec le GISDAY, mais avec une ouverture différente dans la façon de faire travailler les acteurs. Donc au-delà des plénières et de la capacité des gens à partager, à présenter ce qu'ils font, il y avait une notion d'atelier, il y a une notion d'atelier, presque d'intelligence collective, mais d'atelier collaboratif pour co-construire, discuter ensemble des projets et définir ensemble ce qu'on voudrait faire pour la suite. Donc ça a été mis en place il y a quelques temps et on continue à le faire vivre tant bien que mal. Avec les 2 dernières années, effectivement, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on essaie de continuer à porter les projets, notamment, qui ont été déjà discutés lors de ces différents ateliers. Parmi ces projets, il y en a un dont on va parler un petit peu plus tard, c'est l'occupation des sols. On l'a porté au niveau régional parce qu'on estime que c'est compliqué de le porter au niveau local et on était arrivé au bout de la démarche déjà de ce qu'on devait faire. Je vous l'avais présenté il y a quelques 2 ou 3 ans déjà au GISDAY. Par contre, il y a un des sujets qui était la digitalisation des réseaux AEP. Donc on avait fait des premières sessions de l'OSS, c'était plutôt au niveau supra, on était tous ensemble, etc. La dernière édition, on était vraiment sur un focus sur les communes, parce qu'on s'est quand même rendu compte que les communes étaient parfois des oubliées. Elles sont évidemment toujours invitées à nos événements, mais elles ne se sentent pas toujours concernées. Donc on a vraiment fait un focus avec une priorisation des thématiques par les représentants des communes eux-mêmes. On a eu une très très bonne participation. Et le sujet des réseaux AEP est ressorti, et en l'occurrence de la digitalisation de ces réseaux.
Donc c'est un projet qu'on a réussi à consolider, qu'on a fait porter, en l'occurrence qu'on a réussi à faire financer par le gouvernement, que je remercie ici du coup pour avoir permis de mener ce projet et qui est aujourd'hui techniquement porté par Insight, qui permet du coup de mettre en place tous les éléments pour répondre aux besoins en lien avec les acteurs de la place. Donc je sais qu'il y a eu des échanges avec le GIE Serail notamment pour assurer tout ce qui est normalisation de la donnée, etc. Vous aurez une présentation dédiée à ce projet plus tard dans la journée, il me semble. Une notion d'appui à la stratégie territoriale. En l'occurrence, on est là aussi, donc Dataterra a un rôle d'accompagnement, presque d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pas en prestation, hein, on ne va pas chercher de l'argent auprès du gouvernement, mais de conseils, parfois d'orientation, de ce qui peut être fait au niveau supra, d'animation des communautés, de stratégie, en lien notamment avec ce qui peut se passer au niveau national et au niveau européen. Donc l'enjeu pour nous, c'est au-delà d'accompagner, de contribuer à des montages de projets, s'il le faut, que ce soit des projets techniques ou stratégiques, et derrière d'aider à aller chercher des financements. En l'occurrence, des financements plutôt État et Europe, et on essaie de faire cette passerelle-là dans tous les sujets qui traitent de data, d'infrastructures, autour de l'observation de la Terre et de l'environnement. Et donc le dernier point, c'est le projet DataNC, qui est un petit peu en lien avec tout ce que je viens de dire. C'est un projet qu'on a porté à l'appel à projet du CRESICA, l'appel à projet changement climatique de l'année dernière. Un projet qui a été consolidé avec un ensemble de partenaires locaux. J'en parlais avec Médéric tout à l'heure et effectivement c'est un fait que tout le monde parle de data, quel que soit le sujet, l'événement dans lequel on est, les workshops auxquels on participe, ça peut être un truc sur l'eau, un truc sur l'océan, un truc sur l'agriculture, à chaque fois le sujet de la data revient et notamment dans le monde de la recherche, en fait, peu de gens le prennent de manière transverse. Donc chacun va le traiter dans son propre giron, mais la finalité c'est qu'une donnée elle sert à de multiples usages et que pour pérenniser les actions, il faut le traiter de manière transverse et avoir tout le monde autour de la table. Ça fait partie des missions de Dataterra, en l'occurrence, de tâcher humblement d'animer ce genre de discussion, là où c'est pas forcément un des instituts individuellement qui va le mener. Dataterra est là pour faciliter et coordonner un petit peu les actions autour du montage de projets, recherche de financement, bien qu'on le fasse porter tout de même par les écosystèmes locaux, puisqu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais bien pour faciliter, accompagner et offrir du soutien. Et donc ce projet DataNC, pareil, il fera l'objet d'une présentation cet après-midi. Donc je vais pas spoiler, mais ça fait partie voilà, des différents sujets qu'on mène en ce moment en Calédonie. En parallèle de ça, 11 minutes, ça va. En parallèle de ça, donc là vous imaginez que ça m'occupe pas forcément 100% du temps. On a une série d'actions. Moi je suis le coordinateur de Dataterra pour l'Océanie. Donc en gros c'est Calédonie, les deux autres territoires d'outre-mer et l'ensemble des îles du Pacifique, en lien avec Australie et Nouvelle-Zélande. Donc on a quand même une sacrée panel d'actions au niveau régional. Donc déjà on va partir sur les deux autres territoires d'outre-mer. Au niveau de la Polynésie française et Wallis et Futuna, on a eu la chance d'être en lien assez étroit avec eux pour parler de l'un et de l'autre. Au niveau de la Polynésie française, on les accompagne dans la structuration de leur propre communauté. C'est un réel souhait pour eux que de pouvoir faire ce qui se passe aujourd'hui, de pouvoir avoir leur club de la géomatique, leur animation récurrente, que ce soit du type GISDAY ou du type OSS, qu'ils appellent d'ailleurs GEOSPF. Et donc ils ont organisé leur tout premier séminaire géospatial qu'on a initié, pour lesquels on les a soutenus fin 2024. Et ça a été une sincère réussite parce qu'il y a une représentation de l'ensemble de l'écosystème là-bas, avec l'institution, avec le monde socio-économique, avec la recherche, et tout le monde a été ravi. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient tous dans une même salle pour discuter géomatique, données, services, thématiques, etc. Donc ils étaient ravis de le faire et on essaie de les accompagner pour structurer de plus en plus leur dynamique, sachant qu'on a une réelle avance en Nouvelle-Calédonie dans le domaine. On essaie de s'en inspirer, même si c'est un contexte encore différent. Au niveau de Wallis et Futuna, c'est un petit peu la même chose, ça prend un peu plus de temps pour être honnête. On a fait une mission là-bas qui a donné lieu à un rapport d'expertise, c'est mal dit, mais presque de consultance, qui définit les points positifs, les points, les opportunités, les éventuels risques, et qui préconise un plan d'action dans les semaines et mois qui suivent. Pour l'instant, personne ne s'en est réellement saisi. Il y a eu aussi un changement de mandature avec le nouveau préfet qui vient d'arriver. Pour autant, il y a quelques forces vives là-bas au niveau des SIG, et je pense sincèrement qu'il faut les valoriser.
Déjà parce que le territoire en a vraiment besoin de valoriser ces compétences-là, de monter en compétences en général et d'avoir accès à des données. Et ensuite parce que finalement ces services-là, voire ces individus sont moteurs, mais ne sont pas assez suivis par l'exécutif. Donc ça fait aussi partie de notre rôle de pouvoir porter les bons messages tantôt au niveau technique, tantôt au niveau institutionnel, pour essayer de faire en sorte que les choses puissent avancer. Ensuite, pardon, j'ai pas encore fini. Donc le projet COG25, ça c'était au niveau des territoires outre-mer. Au niveau régional, on avait initié une dynamique, non, on avait fait un premier pas vraiment avec l'OGS 2022, j'espère que chacun d'entre vous y était. Donc un symposium qui a duré 7 jours, vraiment du lundi au dimanche, fin 2022 à Nouméa, qui avait accueilli près de 200 ou 250 personnes, je crois, entre la Calédonie et toute la région, les îles du Pacifique. Donc c'était une vraie réussite, une première pour la région. Et c'était vraiment le point de départ de quelque chose. C'est d'ailleurs sur cette base que Dataterra a décidé de s'engager auprès de nos territoires d'outre-mer et de la région Pacifique pour continuer à structurer ça. Donc ce qu'on a décidé, c'est de créer un projet d'amorçage. On est allé voir, on a déposé un dossier au Fonds Pacifique et on a réussi à obtenir un financement qui finalement nous a autorisé à mener des premières actions pour montrer la capacité de ce qu'on était capable de faire au niveau régional. Donc là, l'enjeu, c'est que c'est quand même... je vais mal le dire, la France, via ses territoires d'outre-mer en présence, qui lie d'une dynamique régionale. La stratégie, elle est là. Elle n'est pas de dire que c'est la France qui vient travailler pour les îles du Pacifique, elle est vraiment de dire que sans nous, les Calédoniens, les Polynésiens, Wallis-et-Futuna, la France ne peut pas aller sur ces territoires dans des sujets techniques et de collaboration régionale. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer dans le domaine de la géomatique et du géospatial. Le premier sujet, et il y a Pearl qui est là, qui est là-bas, donc qui nous a animés depuis un petit peu plus d'1 an, presque 1 an et demi maintenant, des webinaires toutes les 6 à 8 semaines sur les ressources en eau. Donc ça, c'est un sujet qui a été porté, qui est ressorti de l'OGS 2022. Les gens voulaient pouvoir échanger, partager et avoir des retours d'expérience de leurs voisins insulaires sur la gestion durable des ressources en eau via les SIG. Et en fait, donc à chaque webinaire, on a entre 2 et 3 intervenants de la région. On a eu par exemple des gens qui nous parlaient des sciences participatives au Vanuatu, enfin en tout cas des données participatives, des récoltes de données participatives. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qui peut se faire dans la région et chaque présentateur finit par des bonnes pratiques. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. L'ensemble des ressources est rendu évidemment disponible. Tout ce qu'on fait, on tend à l'ouvrir au plus grand nombre. Et donc ça permet de faire avancer les choses, ne serait-ce que par de l'échange, du partage. Et parfois, donc ça donne lieu à des collaborations. Il y a une formation aussi qui a été dispensée avec une bonne flopée de participants, donc des gens qui sont intéressés à pouvoir monter en compétences aussi. Deuxième sujet, donc on l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'occupation des sols, ça faisait partie des sujets qui sont sortis à la fois de nos besoins en Calédonie et des besoins au niveau régional. Donc on a travaillé à la mise en place d'une typologie commune. Normalement, il y a un petit document qui s'affiche, qui a été finalement porté via des entités internationales. Donc on a réussi à le travailler avec le GEOLDN, qui est donc GEO, c'est l'organisation internationale sur l'observation de la Terre. Et là, c'est le groupe de travail qui est dédié à ce qu'ils appellent la neutralité de la dégradation des terres, mais qui donc se base fondamentalement sur des données déjà d'occupation du sol. Et on l'a travaillé aussi avec l'Université des Nations Unies. L'enjeu étant, quand on crée une carte d'occupation des sols, c'est moins le cas en Calédonie parce qu'on ne le fait pas, en tout cas c'est pas nous qui le faisons, c'est la DAFE. Mais chacune des îles du Pacifique doit à la fois avoir des couches de données pour gérer son propre territoire, que ce soit pour faire des PUD, des cartes agricoles, etc., mais aussi pour rendre compte à des conventions internationales. Donc en fait, avoir 4000 couches de données, c'est compliqué. Il faut tendre vers une typologie qui soit adaptée à nos territoires, pour notre gestion propre, et en même temps qui soit adaptée à des typologies dédiées aux conventions internationales. Donc c'est un travail qu'on a fait faire par un expert, Ecolink, Guillaume Lanuzel, qui est pas là en ce moment, mais donc qui nous a largement aidé là-dessus. On a réussi à sortir une typologie qui est adaptée aux îles du Pacifique. Le vrai point positif là-dessus, c'est qu'on est vraiment parti de la typologie finalement qu'on avait travaillé pour la Calédonie. Là où on imaginait qu'on allait avoir pour toutes les îles du Pacifique 2-3 typologies différentes en fonction des îles hautes, des îles basses, des atolls, etc. On s'est rendu compte que notre typologie, elle était peu ou prou adaptée à l'ensemble des territoires. Donc avec tout un travail déjà de benchmark de ce qui pouvait exister et de bibliographie, donc là dans le domaine plutôt scientifique, de la définition des milieux, etc. On a réussi à consolider, alors l'expert a réussi à consolider une typologie qui a priori répond à la majeure partie des besoins au niveau régional.
Donc ça, c'est un vrai sujet. On espère pouvoir le porter très prochainement avec une initiative qui s'appelle Land Cover for PICTS, donc l'occupation des sols pour les îles du Pacifique, et pour lesquelles, encore une fois, et c'est notre rôle, notre objectif est de définir des choses qui répondent au plus grand nombre, d'aller chercher des financements, et ensuite de faire en sorte que nos territoires aient accès à des données libres, ouvertes, adaptées, pertinentes et mises à jour régulièrement. Donc ça correspond aussi aux engagements qu'on avait pris lors du premier OSS en 2019. Le hackathon Cassini, en plus j'ai Thomas qui était dans la salle tout à l'heure, représente Jamil Tricot pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc le hackathon Cassini, c'est une initiative qu'on a réussi à organiser. C'est la première fois qu'un hackathon européen est organisé en dehors de la sphère Europe, donc depuis une région ultramarine. Ça a été un peu compliqué à gérer avec tous les décalages horaires, etc. Mais une vraie réussite pour une première édition. On a eu 3 équipes. Une équipe de première année de licence de l'UNC, une équipe de 3e année de licence, une équipe avec 2 professionnels locaux et 2 Européens, et une équipe de Papous. Donc 8 professionnels de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les projets ont été sincèrement super intéressants. On ne savait pas trop où on allait. Et en fait, ça a été vraiment un plaisir de voir ces gens passer du bon temps et développer des solutions innovantes en se servant donc, des programmes spatiaux européens. J'ai eu le droit à mon harmonica. OGS 2025, donc effectivement la nouvelle édition de l'OGS qui se tiendra la semaine prochaine à Suva. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller à Fidji prochainement, mais vous pouvez prendre l'avion ce week-end, il y a un vol direct samedi. Et donc qui se tiendra en lien avec la conférence annuelle du PGRSC. Donc c'est une nouvelle édition et on va essayer juste de continuer les travaux, les discussions qu'on a menées dans les travaux thématiques, en l'occurrence l'occupation des sols et les ressources en eau avec la communauté régionale. Au niveau des événements, on appuie aussi les événements locaux. Donc en l'occurrence en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a initié et on les a aidés à organiser leur tout premier congrès en géospatial. Donc première fois qu'il y a un événement de ce type en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pareil, façon participation très très active de l'ensemble de la communauté. La Papouasie est bien plus vaste que la Nouvelle-Calédonie. Donc pour atteindre les 150 personnes ou 200 personnes, il a fallu quand même mobiliser et tous les gens ont fait le déplacement. Vraie réussite de cet événement. Et on a également discuté on est en discussion avec le Vanuatu, ça a été compromis pour cette année, mais ça devrait se faire l'année prochaine pour les accompagner dans leur toute première conférence nationale en géospatial. Donc ce qu'on a fait en 2019 en Calédonie, ce qu'on a fait en 2024 en Polynésie, on tend aussi à le faire dans les autres territoires qu'on accompagne dans le cadre de la structuration de communautés locales. Et enfin, avant de me prendre le coup de clochette, le projet SINA. Donc ça, c'est la suite. COC25, c'est le projet, on va dire, d'amorçage. Et là, on vise un projet d'accélération. Donc c'est 1 million d'euros qu'on est en train d'essayer d'aller chercher au niveau du ministère des Affaires étrangères, de sorte à pouvoir accélérer la dynamique et puis porter toujours plus loin les projets que l'on mène jusque-là. Voilà, c'était tout. 21 minutes et 33 secondes. Je suis pas Merci, trop mal. Mais je voulais garder beaucoup. tout petit peu de temps pour les questions quand même. Moi, j'en ai déjà 2. Mais effectivement, je suis sûre que la salle, voilà, déjà les bras se lèvent en fond de salle. Donc, vous avez envie que je fasse du sport, j'ai bien compris. Donc, je vais aller tout en haut. Bonjour à tous, Thibaut de Lima, hydrologue au service de l'eau de la DAVAR, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci Jean pour cette présentation, c'est super intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi, c'est l'occupation des sols, qui en hydrologie a un facteur important pour la modélisation des crues. Et donc, du coup, je voulais savoir où est-ce que ça en était. Est-ce que c'est encore... est-ce que c'est déjà finalisé ou est-ce que c'est encore en élaboration? Est-ce qu'on peut y participer ou réfléchir un petit peu voilà, ce qui va être décidé à ce sujet? Où est-ce que ça en est? Bref, où est-ce qu'on va à ce sujet, quoi? Du coup, long story short, on a fait tout un travail donc, de typologie aux côtés de la Calédonie. On l'a fait maintenant au niveau régional. On est toujours dans la phase de co-construction de la typologie au niveau régional. Donc en gros, on a atteint quelque chose qui est vraiment une V1. En fonction des retours qu'on peut avoir, on va essayer de savoir si oui ou non cette V1 doit être modifiée, améliorée. Et donc là, on est en phase on reçoit quelques retours et on attend encore des retours des îles du Pacifique qui ont participé aux événements, aux présentations, aux workshops. Le document est accessible, il a été envoyé à toute la base de données quand on a communiqué sur l'OGS. Si vous ne l'avez pas reçu, faites-moi signe et je vous le transmets. Il n'y a vraiment rien de confidentiel dans tout ça. S'il y a matière à l'améliorer pour mieux répondre aux besoins, on le fera, c'est notre objectif. Et donc la phase 2, c'est de lancer, donc de trouver le financement
certainement via SINA, et de lancer ce projet Geospatial for Picts, Land Cover for Picts, pardon, dans l'objectif d'aller travailler avec, par exemple, le CIRAD, avec des entités comme la CPS qui est représentée ici, pour développer une solution qui soit adaptée. Donc l'objectif, c'est qu'on définisse avec vous la typologie, qu'on la finalise. Ça répondra jamais à tous les besoins, c'est clair, mais au moins vous aurez les grandes lignes de tout ce qu'on peut faire au niveau d'imagerie spatiale. Et suite à ça, donc de décliner des choses avec des professionnels de traitement d'imagerie, des milieux, etc., pour que vous puissiez disposer à assez court terme, donc ce serait a priori 2026, de données ouvertes en fait, et la plus adaptée aux besoins, en tout cas adaptée à la typologie qu'on aura définie ensemble. Donc voilà, on est en train de finaliser la typo, quoi. Et on espère avoir le financement du coup pour lancer le reste. Moi, j'ai peut-être deux questions en une. Il faut aller très vite parce qu'il reste quelques minutes. Tu parlais de catalogue de données, en fait, j'imagine, accessible. Est-ce que beaucoup de structures calédoniennes l'utilisent, connaissent en fait ces catalogues de données, ou est-ce que c'est des catalogues de données plutôt privés, fermés? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est dans tout ce travail, en fait, nouveau mais essentiel, d'animation de communauté à l'échelle du Pacifique, d'événements, de structuration, est-ce qu'il a été imaginé, par exemple, qu'une délégation calédonienne puisse... Là, tu parlais de la Polynésie, mais que la Calédonie soit peut-être un petit peu bien représentée, vu que, comme nous le disait Christophe, on a peut-être des avantages qu'on pourrait transmettre aux autres territoires. Donc, deux questions. Alors, je vais commencer par la deuxième, parce que c'est la plus stylée. Alors, la Calédonie représentée, la Calédonie a été le moteur de l'OGS 2022. Donc, le tout premier événement qui a eu lieu avec des discussions stratégiques, avec des discussions techniques, avec des présentations plénières et d'une telle ampleur dans le Pacifique, c'est la Calédonie qui l'a mené. C'était en l'occurrence toujours avec le même parti, le même cabinet, même si ce n'était pas la même personne, donc avec Vaille-Moi. Je peux vous garantir que 100% des retours que j'ai eus de la région étaient alignés avec ce qu'a dit Christophe, et on est impressionné de ce que vous faites en Calédonie, parce qu'ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas ces outils, ils n'ont pas cette organisation, ils n'ont pas ce niveau de compétence et de développement. Après, la capacité à représenter la Nouvelle-Calédonie dans les événements extérieurs, c'est toujours une question de budget. On a le plaisir là, de pouvoir typiquement amener Damien à la conférence PGRSC la semaine prochaine et à l'OGS, donc de contribuer humblement et comme on peut avec les budgets qu'on a. On ne pourra pas emmener des délégations de 50 personnes à chaque fois, ça c'est certain. Donc quand on peut, on amène l'événement ici. Et en primeur, donc je ne vous annonce pas que ça aura lieu, mais je vous annonce que la Polynésie française a déposé officiellement sa candidature pour accueillir la conférence régionale du PGRSC en 2026. Donc ce serait à Tahiti. Et les Polynésiens, ils sont très très forts en délégation, hein, ouais. Parce que rappelons que pour l'année de la mer, 100 Polynésiens ont été en métropole quand même pour représenter l'insularité. Et donc nous, au niveau Calédonie, on s'interrogeait un petit peu sur, finalement, on est venu à 10. Là, feu 100 personnes l'année prochaine à Tahiti. Comme ça, on va leur montrer un petit peu, ils organisent, mais on prend le lead technique. Non, donc en tout cas, si on peut y contribuer, on y contribuera, ça c'est certain. Après, c'est toujours une question de financement. Typiquement, des financements des ministères des Affaires étrangères ne peuvent pas servir à des délégations calédoniennes, c'est pas les mêmes budgets, mais on est là aussi pour porter les messages. Ouais. Voilà, ou pour aller chercher des financements. Et l'autre, le sujet sur les catalogues de données ? Et donc, catalogue de données, c'est fermé. Évidemment 100% ouvert, okay. Accessible à tous. Les utilisateurs en Calédonie, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà utilisé le catalogue de données, en tout cas, les catalogues de données de DataTerra. Heureusement qu'il y en a au moins un. Merci Cyril. Ah, 2, ouais. Bon, donc ça veut dire, allez-y. C'est très orienté recherche et malheureusement, c'est pas encore très. Il n'y a pas toutes les données qu'on pourrait trouver en Calédonie. C'est l'objet du projet DataNC qu'on vous présentera cet après-midi, qui vise à amener tout ça dans nos territoires. Et c'est super d'avoir des données sur la fonte des glaces en Europe ou dans le Nord, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, quoi. Comme ça, le teasing est fait pour tout à l'heure. Donc restez avec nous, restez absolument avec nous. C'est la pause café et on se retrouve dans une petite demi-heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.